Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Alors, j'ai juste un tout petit défaut, c'est que mes patients sont tous des adultes. Je n'aurai jamais la patience de m'occuper de ces petits. Euh, et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour les pédiatres et tous ceux qui s'occupent de ces petits-enfants, notamment de ces petits-enfants malades. Je vous parle de l'hypnose médicale. J'ai une pratique de l'hypnose médicale dans ma consultation douleur, donc de douleur plutôt chronique chez les adultes, et puis d'accompagnement des patients dans la douleur aiguë ou dans la douleur procédurale, comme ça a été dit, au bloc opératoire, sur essentiellement des interventions chirurgicales, stomatologiques. Et puis j'ai le plaisir d'être responsable d'un centre de maladies rares orales, malformation des dents et de la bouche, en collaboration avec l'hôpital Rothschild. Donc c'est vraiment à plein de niveaux que je suis content d'intervenir aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de vous parler de l'hypnose médicale essentiellement dirigée vers la douleur, mais comme Barbara vous l'a dit, la douleur, c'est une expérience à la fois sensorielle et émotionnelle désagréable, et donc c'est exceptionnel qu'on ne travaille que sur les sensations douloureuses. On travaille évidemment à chaque fois et systématiquement à la fois sur les émotions et les sensations. Et je vais essayer de vous montrer comment l'hypnose peut moduler ces deux expériences-là. Je devais être un peu perturbé quand j'ai fait cette diapositive parce que je ne me suis pas rendu compte que le monsieur sur cette diapositive, en fait, ressemblait à quelqu'un de connu. Vous m'en excuserez. C'était juste, et vraiment, c'est sincère. Je m'en aperçois en vous la projetant là et je me dis, mais il me fait penser à quelqu'un qu'on connaît. Bref, c'était simplement pour vous montrer une des caricatures possibles de ce que peut être l'hypnose médicale et qui est évidemment une caricature dans le sens où, contrairement à ce que peuvent penser habituellement les gens, l'hypnose n'est pas une prise de pouvoir. La personne qui pratique l'hypnose n'a pas des yeux qui tournent en rond comme ça. Et dernier point, on ne dort pas quand on fait de l'hypnose, quoi qu'en pensent les gens. Euh, et c'est intéressant de travailler sur les caricatures et les représentations de ce que les personnes peuvent penser de l'hypnose, parce que parfois c'est un frein, et les gens ont effectivement cette tendance à penser que quand on va leur proposer de l'hypnose, on va prendre le pouvoir sur eux, on va les endormir, ils vont devenir totalement inconscients, alors que l'hypnose est vraiment une méthode qui est complètement opposée à cette image-là, dans le sens où c'est la personne qui est hypnotisée qui fait l'hypnose, et l'hypnothérapeute ou l'hypnopraticien qui l'accompagne ne fait qu'accompagner cette personne dans une expérience le plus souvent agréable et confortable. Alors, vous avez vu, et c'est important de le signaler aussi, et Barbara vous l'a redit, dans le titre de cette présentation, c'est l'hypnose médicale comme approche complémentaire dans la gestion de la douleur, parce que on ne fait pas d'intervention chirurgicale, en tout cas, ou on ne fait pas de pratique de l'hypnose dans les douleurs procédurales sans la médecine plutôt conventionnelle, sans les anesthésies locales, sans les médicaments, sans le méopa. On pourra rediscuter aussi de l'association entre hypnose et méopa, qui est une association extrêmement efficace, qui apporte des résultats tout à fait intéressants. En tout état de cause, lorsque l'on parle d'hypnose médicale dans les soins, on parle d'une méthode et d'une approche, encore une fois, qui est complémentaire. Le ministère de la Santé parle d'une méthode non conventionnelle, au même titre que l'acupuncture ou que d'autres types de méthodes. Très clairement, aujourd'hui, les études sur l'hypnose médicale ont beaucoup plus de résultats positifs que l'hydroxychloroquine dans le Covid, si vous voyez ce que je veux dire. Et sans doute, l'hypnose médicale est maintenant une méthode, notamment dans la douleur aiguë, qui est particulièrement bien évaluée et rompue. On verra les différentes indications et je vous montrerai dans quelle mesure cette hypnose médicale a été clairement validée scientifiquement par des études, encore une fois, très sérieuses et très rigoureuses. Alors, je vous ai mis cette diapositive parce qu'il y a effectivement dans la tête de beaucoup de gens, des professionnels de la santé comme des patients, comme des familles, un certain nombre d'idées préconçues ou de confusions. Et c'est sûr que l'hypnose aujourd'hui a été essentiellement mise en valeur et reconnue par le spectacle, hein. Je vous ai mis une photo de foire en haut à gauche, euh, avec toutes ces représentations sur la prise de confiance, sur la prise de pouvoir sur les gens, sur
toutes ces idées préconçues qu'il y a autour de l'hypnose et qui est évidemment très loin de ce que l'on sait faire. Alors, comme le souligne un certain nombre de personnes qu'on rencontre, oui, l'hypnose de spectacle, l'hypnose de musical est une forme d'hypnose, notamment dans son principe, dans son mécanisme. Ce que Mesmer, le comédien ou l'amuseur de foule fait est effectivement de l'hypnose. Mais c'est une hypnose, encore une fois, de spectacle dont l'intention est de faire du spectacle et d'amuser les gens et peut-être faire de la manipulation. Et donc c'est pour ça que c'était important pour nous de rajouter derrière le mot hypnose ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez l'hypnose de musical, vous avez l'hypnose thérapeutique que vont utiliser un certain nombre de psychologues ou de psychothérapeutes, l'hypnose médicale que nous allons nous utiliser dans les soins lorsque nous faisons des interventions chirurgicales ou lorsque le patient demande une prise en charge et un accompagnement pour une douleur chronique, par exemple, l'hypnothérapie qui est une forme de psychothérapie. Et chacune de ces hypnoses sont des hypnoses différentes qui vont être différentes par le contexte, par l'intention, par l'objectif pédagogique, l'objectif thérapeutique ou l'objectif de distraction que l'on veut obtenir. Donc c'est important pour éviter toute forme de confusion de bien savoir de quel type d'hypnose on parle. Alors, là aussi, c'est une diapositive sur des idées préconçues parce que beaucoup de gens qui nous demandent des interventions avec l'hypnose pensent que le procédé est miraculeux ou qu'il y a quelque chose de magique avec l'hypnose. Je tiens à vous le dire tout de suite et décevoir un certain nombre de personnes, il n'y a aucune forme de magie dans l'hypnose, il n'y a pas de miracle. C'est parfois une question un petit peu de croyance, parce qu'on verra que dans l'hypnose, il y a une part qui est identique à l'effet placebo, par exemple, qui fait que quand on croit beaucoup à l'hypnose, les effets sont peut-être un peu meilleurs que quand on a beaucoup de réticence à y croire. De la même façon, beaucoup de personnes peuvent avoir des craintes, des appréhensions vis-à-vis de cette technique. Et lorsque l'on accompagne encore une fois nos patients dans des séances d'hypnose, il y a tout un travail à faire sur la peur, sur un certain nombre de symptômes que tout ça peut générer. Alors, les praticiens qui font de l'hypnose, et j'aimais bien cette question sur est-ce que l'on peut pratiquer de l'hypnose chez soi, parce que l'objectif quand même, lorsque l'on est notamment avec des symptômes chroniques, hein, c'est d'apprendre aux gens à pratiquer eux-mêmes l'hypnose, hein, ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Et on peut, comme ça, en une ou deux ou trois séances, apprendre aux gens à pratiquer l'hypnose eux-mêmes, à faire de l'auto-hypnose, notamment dans les soins douloureux chroniques ou dans les pathologies chroniques dont Barbara a parlé, hein, comme la migraine, les céphalées chroniques, vont être des très bonnes indications pour l'utilisation de l'hypnose médicale. Mais lorsqu'on a aussi des procédures à répétition, comme des injections quotidiennes ou hebdomadaires, on peut évidemment apprendre l'auto-hypnose et ça se fait beaucoup et ça se fait très bien et ça ne demande aucun don. Hein. Il faut simplement, comment dirais-je, l'apprendre comme toutes les autres méthodes. Alors l'hypnotiseur ou le praticien qui pratique l'hypnose n'est pas encore une fois un magicien ou une personne toute puissante, c'est quelqu'un qui a appris une technique et Barbara l'a un peu dit tout à l'heure, pour se former à l'hypnose, lorsqu'on est praticien, lorsqu'on est chirurgien dentiste, médecin, infirmière ou d'autres professions paramédicales, en moyenne, il faut compter une quinzaine de jours de formation, voire dans les situations les plus abouties, au moins une année ou deux de formation pour utiliser correctement l'outil. Alors, il y a toujours, et c'est assez fréquent, une question de manipulation. L'hypnose n'est pas une science de la manipulation. L'hypnose, c'est véritablement une science de l'influence et le terme n'est pas tout à fait identique. Hein. Nous ne cherchons jamais à manipuler les gens. Par contre, nos techniques sont des techniques qui permettent d'influencer un certain nombre de ressentis, d'influencer une forme de pensée ou d'émotion. Là aussi, quelques points pour faire la part des choses. Est-ce que l'hypnose est un état de sommeil?
eh bien, ce n'est pas du tout un état de sommeil. Les gens qui sont hypnotisés ne dorment pas, ils sont tout à fait conscients. Et souvent, on explique aux patients que l'hypnose est à l'état de veille ce que le sommeil est au rêve, c'est-à-dire que l'hypnose maintient les personnes conscientes, mais elles ont une forme de conscience tout à fait particulière. Il n'y a pas non plus de perte de contrôle ou de perte sur la volonté, sur les actes, sur les pensées. Je ne peux pas faire quelque chose à quelqu'un sous hypnose s'il n'a pas envie de le faire ou s'il n'a pas envie de le penser. Et il n'y a évidemment aucune prise de contrôle par l'hypnotiseur ou par le praticien de la personne qui est hypnotisée, que ce soit d'ailleurs chez les enfants ou encore chez les adultes. Alors, lorsque l'on fait cette présentation en présentiel avec des gens qui peuvent répondre, j'aime bien mettre cette diapositive pour essayer de voir un petit peu où en est les gens, où en sont les gens qui m'écoutent par rapport à ce qu'ils pourraient penser de l'hypnose. Dans l'hypnose, on a évidemment un état particulier de conscience, c'est-à-dire que la pratique de l'hypnose fait que on va se retrouver dans un état de conscience un peu particulier. Et on pourrait s'interroger sur la nature de cet état. Est-ce que c'est une conscience ordinaire? Est-ce que c'est un sommeil? Est-ce que c'est une dissociation? Est-ce que c'est une conscience modifiée? Est-ce que l'hypnose est une focalisation de l'attention? Vous voyez, toutes ces interrogations représentent des états singuliers de la conscience ou de l'inconscience. Et puis, en même temps que l'hypnose est un état, l'hypnose, c'est aussi une technique. Et vous voyez que dans cette notion de technique, on pourrait retrouver plein d'explorations possibles entre la manipulation, une technique rapide, une technique de relaxation. Les gens pensent souvent que quand on fait de l'hypnose, on fait de la relaxation. Est-ce que c'est du spectacle? Est-ce que c'est une technique permissive ou plutôt autoritaire? Est-ce que c'est une prise de contrôle sur les autres? Est-ce que c'est une forme de communication? Vous voyez qu'il y a autour de l'hypnose beaucoup de questionnements et beaucoup de représentations. Alors, très clairement, on peut dire que l'hypnose n'est pas une conscience ordinaire. La conscience que vous avez là en m'écoutant, qui est une forme de conscience particulière, est très différente de l'hypnose, à part si certains se sont déjà endormis, évidemment. L'hypnose n'est pas non plus un état de sommeil, c'est-à-dire que quand on étudie le cerveau des personnes qui sont hypnotisées, on s'aperçoit que ce cerveau ne correspond en rien à le cerveau de quelqu'un qui dort. Et de la même façon, les gens qui sont en état d'hypnose ne sont pas du tout inconscients. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent sortir de cet état, si jamais notamment ils étaient menacés. Lorsque l'on opère des patients qui n'ont pas d'anesthésie générale, qui sont simplement sous anesthésie locale, si l'anesthésie locale n'est pas suffisante, ils sont assez conscients pour manifester un inconfort si jamais ils étaient douloureux. Donc, vous voyez que cet état-là est un état qui va être un peu particulier. De la même façon, on l'a dit, la technique de l'hypnose n'est pas un don, la technique de l'hypnose n'est pas une prise de contrôle sur une personne. Ça, c'est vraiment très important de pouvoir se le dire. Alors, qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique maintenant par rapport à tout ça? Eh bien, là aussi, c'est un état particulier qui ne va pas générer d'amnésie, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes. On peut retrouver et avoir la mémoire de ce qui s'est passé pendant sa séance d'hypnose, notamment parce que ça a été très agréable et qu'on va en garder un souvenir assez confortable. Alors, si on regarde maintenant comment on peut définir l'hypnose, je vous ai mis deux définitions de l'hypnose qui me sont assez chères parce que je les trouve assez justes. La première est celle du professeur Didier Michaud. Didier Michaud est un psychologue français qui a fondé en 1990, il y a 30 ans, l'Institut français d'hypnose. Pour rien vous cacher, c'est là-bas que moi je me suis formé à l'hypnose et c'est là-bas où j'enseigne l'hypnose. Cet Institut français d'hypnose qui est un institut parisien qui ne forme comme les bons instituts que des professionnels de la santé, des médecins, des chirurgiens dentistes, des infirmières, des assistantes dentaires, des aides-soignantes, des manipulateurs radio, des psychologues évidemment. Et Didier Michaud a appris l'hypnose d'un Américain qui est Milton Erickson et avec un autre psychiatre français, Léon Chertok, a vraiment propulsé dans les années 90 l'hypnose en France pour les professionnels de la santé et les professionnels de la santé mentale.
Didier Michaud définit l'hypnose comme un fonctionnement mental particulier. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le dire. C'est-à-dire que quand une personne fait de l'hypnose, le fonctionnement de son cerveau est un peu différent. Il n'est pas le cerveau de quelqu'un qui, encore une fois, est dans un état de conscience ordinaire. Et lorsque cette personne est hypnotisée, elle va, grâce à ce fonctionnement cérébral particulier, avoir un certain nombre de modifications de son ressenti, par exemple, de ses sensations, de ses pensées, de la façon dont son corps est en train de fonctionner, ce qui fait que on peut très bien opérer quelqu'un pendant 1 heure et demie, sans que jamais il n'entende, par exemple, les sons du bloc opératoire. Quelqu'un qui va avoir comme une forme d'hallucination. Et je crois que si on devait résumer le fonctionnement mental particulier d'une personne qui est hypnotisée, c'est ça, c'est une forme d'hallucination, à la fois des sons, à la fois des sensations, à la fois de ce que l'on peut ressentir. Et je vous ai mis la deuxième définition, là aussi d'un psychiatre français, qui lui aussi a fait revenir l'hypnose en France. Vous savez que l'hypnose médicale a été inventée en grande partie en France, dans l'équipe de Charcot à la Pitié-Salpêtrière et puis dans l'école de Nancy. Elle a été abandonnée en France au début du XXe siècle et puis elle a été réintroduite à la fin du XXe siècle, dans les années 80, 1980, 1990. Jean Godin, lui, disait que c'était un mode de fonctionnement psychologique dans lequel le sujet, donc la personne qui va être hypnotisée, grâce à l'intervention d'une autre personne, et donc c'est là où le praticien intervient, le praticien d'hypnose, permet à faire abstraction de la réalité environnante tout en restant en relation avec l'accompagnateur. Et j'aime beaucoup aussi cette définition parce que pour moi, l'hypnose, c'est une rencontre. C'est comment deux personnes vont se rencontrer, l'une aidant une autre à faire abstraction d'une réalité. Et lorsque l'on parle de douleur aiguë, de douleur procédurale, de douleur chronique, on voit bien que l'utilisation de l'hypnose va permettre cette fameuse abstraction d'un environnement qui est très désagréable. Vous voyez, quand on vient dans les urgences d'un hôpital, eh bien, l'environnement, le contexte est relativement désagréable et on va arriver en pratiquant l'hypnose à faire l'abstraction de cette réalité. C'est une abstraction de la réalité lorsque, au moment d'une intervention chirurgicale, eh bien, on peut moduler un petit peu le ressenti de nos patients. Et puis, de la même façon, l'hypnose ne guérit pas la douleur chronique, mais elle permet de vivre cette douleur chronique de façon le plus souvent très acceptable. Donc, Jean Godin a beaucoup insisté, et je crois que c'est quelque chose d'assez fondamental dans la définition de ce qu'est l'hypnose médicale, de cette hypnose qui est un rapport à deux, qui est une rencontre entre deux personnes et qui est véritablement une relation médicale tout à fait particulière. Alors, est-ce que l'hypnose comment dirais-je, est une relation, en tout cas un ressenti naturel? On parle des fois d'hypnose naturelle et en fait, on fait un amalgame. Ce qui est naturel dans l'hypnose, c'est cette sensation de focalisation de l'attention. Pour bien comprendre ce qu'est l'hypnose, il faut comprendre qu'il y a deux éléments dans le processus de l'hypnose. Un premier élément qui est une isolation sensorielle, ce qu'on va appeler la dissociation. Et je vous ai mis quelques exemples de dissociation naturelle qui ne sont pas de l'hypnose, qui sont véritablement une forme d'absorption de l'esprit. Vous voyez, lorsque vous conduisez par exemple sur une route que vous connaissez par cœur, lorsque vous marchez sur un chemin que vous connaissez par cœur, eh bien, vous pouvez faire tout le trajet sans même vous en apercevoir, tellement vous êtes en conduite automatique. Toute votre attention est absorbée par une rêverie, par une réflexion, et vous n'avez pas besoin d'être concentré sur la route parce que vous la connaissez par cœur. Les états contemplatifs, et dans les états contemplatifs, vous en avez plein qui sont tout à fait soit naturels, soit provoqués. Je pense par exemple à la méditation, mais certaines personnes religieuses qui pratiquent la religion peuvent rentrer dans un état contemplatif. Lorsqu'on est absorbé par une activité comme la lecture ou comme un film, on va être tellement absorbé, focalisé, qu'on va se retrouver dans ce fameux état de dissociation et d'absorption de la concentration, de la focalisation.
Ça, ce n'est pas de l'hypnose, c'est cette capacité qu'ont les êtres humains à s'absorber dans une activité soit passionnante, soit tellement routinière qu'elle en devient eh bien, une forme de distraction et d'absorption naturelle. Lorsque l'on fait de l'hypnose, on va chercher cet état-là de focalisation de l'attention, d'isolation sensorielle, et en même temps, on va proposer aux patients de pouvoir faire et de pouvoir leur suggérer un état de bien-être, un état de tranquillité, de sérénité, qui fait que ils vont encore une fois pouvoir vivre l'expérience de façon tout à fait différente. Donc, l'hypnose, ce n'est pas naturel, puisqu'il faut s'entraîner, il faut pouvoir l'étudier. Lorsqu'on est un patient, il faut pouvoir se l'approprier. Mais ce qui est naturel dans l'hypnose, c'est notre capacité que nous avons à focaliser notre attention, à absorber notre attention, à nous concentrer sur une chose tout à fait particulière. Et le praticien qui va nous accompagner avec l'hypnose va pouvoir nous faire des suggestions, comme de l'hypnoanalgésie, comme finalement permettre de diminuer l'intensité d'une douleur, diminuer le côté très aversif d'une douleur aiguë, l'aspect émotionnel de peur qui, quand elle est atténuée, rend la douleur un peu plus supportable. Donc, deux grandes dimensions dans l'hypnose, une dimension de l'état d'esprit, de l'état dans lequel on est, d'absorption de l'attention, une sensation très souvent de détente mentale, ce que l'on retrouve beaucoup dans l'hypnose et ce qui est très intéressant, notamment chez les adultes, parce que les enfants l'ont assez naturellement, c'est une diminution du jugement, une diminution de la censure qui fait que l'on peut expérimenter l'hypnose de façon tout à fait singulière avec les suggestions que va nous faire le praticien. Ce qui est très intéressant aussi dans cet état de l'hypnose, c'est une modification du rapport à l'espace et au temps, où les patients vont nous dire après 45 minutes d'intervention qu'ils n'ont pas vu le temps passer, ou que les choses sont faites de façon très rapide, où ils avaient l'impression d'être dans leur maison, dans un lieu très agréable. Il y a eu comme une forme d'hallucination de l'espace. Dans cet état hypnotique particulier, les personnes répondent de façon beaucoup plus singulière à la suggestion qu'on peut leur faire. Et puis, et c'est le point le plus caractéristique de l'hypnose, c'est cette dissociation qu'elle va générer, ce sentiment de double conscience, d'être à la fois tout à fait conscient de ce qui se passe, je suis au bloc opératoire, je suis dans le cabinet du docteur, et en même temps d'être dans une autre forme de conscience qui permet le soulagement, qui permet la détente, qui permet l'analgésie, qui permet la sédation. Alors, il y a un point qui est absolument essentiel à comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'hypnose qui ne soit pas d'abord une rencontre relationnelle entre deux personnes. Et pour faire de l'hypnose et pour apprendre à faire de l'hypnose, on va apprendre aux praticiens à cultiver la confiance dans cette relation thérapeutique, à avoir une collaboration active. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie autant pratiquer l'hypnose, c'est que ce n'est pas moi qui bosse, hein, c'est véritablement une rencontre entre une personne et une autre avec une collaboration extrêmement active. Qu'est-ce qu'on apprend quand on apprend à faire de l'hypnose? On apprend surtout une méthode de communication qui permet justement à ce que nos patients puissent rentrer dans cet état de dissociation particulière. Et pour que cette communication thérapeutique soit possible, eh bien, on travaille autour de l'empathie, de la congruence, évidemment sur des questions éthiques extrêmement importantes sur lesquelles on pourra revenir si ça vous intéresse. Parce que, et ça, on n'insistera jamais assez sur la place centrale que va jouer l'éthique dans l'hypnose thérapeutique, dans l'hypnose médicale, qui va évidemment différencier l'hypnose médicale de l'hypnose de spectacle, qui parfois, malheureusement, n'a pas beaucoup d'éthique, si tant est qu'il y a une éthique, encore une fois, dans le showbiz. Alors, quand on a défini ce qu'est l'hypnose, et je suis passé assez rapidement dans nos formations, lorsqu'on forme nos praticiens, la définition et cette partie-là peut prendre 2 jours tellement elle peut être complexe parce qu'elle fait appel à des notions de conscience, elle fait appel à un certain nombre de notions de neurobiologie aujourd'hui, de phénoménologie, qui fait que la définition de l'hypnose n'est jamais triviale. Si on en vient à quelles sont les bonnes indications de l'hypnose, parce qu'on sait qu'il y a des champs entiers de la médecine dans lesquels l'hypnose médicale ou l'hypnose thérapeutique a été évaluée, la première des indications de l'utilisation de l'hypnose médicale, c'est la douleur.
c'est la douleur. C'est dans ce champ-là que l'hypnose a été le plus étudiée, et que ce soit la douleur aiguë, et elle a été très étudiée, l'hypnose, dans la douleur procédurale, celle qui est provoquée par les soins, celle qui est provoquée par les chirurgies, celle qui est provoquée par un certain nombre de procédures médicales. Je pense par exemple à la pose d'une perfusion, au changement d'un pansement, à des infiltrations. Et puis la douleur chronique. Et dans la douleur chronique, certains champs ont été particulièrement étudiés. Je pense notamment à la colopathie fonctionnelle, par exemple, dont on sait aujourd'hui que l'hypnose doit être un des éléments de prise en charge. Alors, l'hypnose a aussi été beaucoup étudiée, même si ses conclusions sont moins évidentes que dans la douleur, dans un certain nombre de pathologies psychologiques, notamment les troubles anxieux. Et vous voyez comme l'hypnose va être intéressante dans la douleur, c'est que vous avez toujours, et Barbara le dirait mieux que moi, dans la douleur aiguë en tout cas, un processus anxieux, de peur, qui fait que avec l'hypnose, on va agir à la fois sur l'aspect sensoriel du processus douloureux et sur l'aspect émotionnel, qui est souvent, encore une fois, dans la douleur aiguë, de l'anxiété. Je vous l'ai dit, l'hypnose a vraiment de très très bons résultats dans les pathologies fonctionnelles comme le côlon irritable. Et puis, on est amené aussi, et on utilise pour ça beaucoup la combinaison entre le méopa et l'hypnose, pour faire des hypnosédations, pour sédater de façon combinée avec des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques nos patients. Tout un champ de l'hypnose extrêmement intéressant dont je ne vous parlerai pas là parce que je ne suis pas psychologue ni psychothérapeute, mais on utilise beaucoup l'hypnothérapie dans la gestion des émotions, dans le syndrome de stress post-traumatique. Et vous savez peut-être qu'il y a beaucoup de liens entre l'EMDR et l'hypnose, et l'hypnothérapie. Et dans les stress post-traumatiques, c'est très intéressant. Il y a de très bons résultats de l'utilisation de l'hypnose dans les troubles addictifs, dans les troubles du comportement, dans les troubles anxio-dépressifs ou phobiques. Là encore, les psychologues et les psychothérapeutes peuvent très régulièrement utiliser l'hypnose. Alors, évidemment, et ça rejoint la question importante qui, moi, me semble fondamentale avec l'hypnose, ce que l'on sait faire sans hypnose. Autrement dit, lorsque je suis chirurgien-dentiste, je pratique l'hypnose dans mon art, dans la chirurgie stomatologique, dans les douleurs aiguës ou chroniques de la bouche, mais je ne deviens pas un spécialiste de la rhumatologie ou du soin infirmier. Et donc, l'éthique médicale veut que, et l'éthique tout court, eh bien, je fais du sevrage tabagique avec l'hypnose quand je suis psychologue ou psychiatre ou addictologue, mais je ne m'invente pas un nouveau métier parce que je pratique l'hypnose. Et je crois que ça, c'est très important de pouvoir dire aux usagers, aux patients, aux associations, aux familles de patients que parfois on a très envie d'utiliser l'hypnose, de pratiquer l'hypnose, et il faut faire très attention avec qui on le fait parce que, encore une fois, le plus important étant d'être face à des praticiens qui connaissent la maladie, qui connaissent le symptôme et qui pratiquent l'hypnose. Alors, juste pour vous montrer quelques exemples de l'intérêt de l'hypnose, je vous ai pris quelques petites études et je vais passer rapidement sur le fondement scientifique. C'est juste pour vous montrer une étude, par exemple, qui est maintenant assez ancienne, il y a 20 ans, d'un médecin radiologue, Elvira Lang, qui avait évalué l'intérêt de l'hypnose dans des interventions de chirurgie, de radiologie interventionnelle, dans 3 groupes de patients. Et ces résultats sont très intéressants à plein de titres, parce qu'ils valident le lien. Vous avez à gauche l'intensité de la douleur pendant toute une intervention qui a duré 200 minutes, et puis à droite, l'intensité de l'anxiété. Et l'étude d'Elvira Lang dans les années 2000 montre qu'il y a un lien étroit entre douleur et anxiété. Et avant cette étude-là, on avait eu du mal à le valider. Et vous voyez que plus une intervention chirurgicale dure longtemps, plus, a priori, en tout cas c'est ce que montre cette étude publiée dans le Lancet, la douleur est d'intensité importante, et l'anxiété aussi. Il y a un véritable lien, une sorte de cercle vicieux entre douleur et anxiété. Et vous voyez, il y a un groupe de patients qui s'est mis en auto-hypnose dans cette étude. C'est les points bleus pour la douleur et les points verts pour l'anxiété. Et on voit que les patients qui pratiquent l'auto-hypnose, eh bien, ont beaucoup moins mal pendant toute l'intervention
que les patients qui ne sont pas hypnotisés et ont beaucoup moins d'intensité et d'anxiété, voire même au bout d'une heure et demie d'intervention, ils n'ont plus du tout d'anxiété. Et donc cette étude d'Elvira Lang a été la première à montrer véritablement l'effet extrêmement puissant de l'hypnose dans les douleurs induites par la chirurgie. Évidemment, on est sur des interventions chirurgicales qui se font sous anesthésie locale. Donc, je vais laisser la parole à l'échange et aux questions, mais je crois que ce qui fait que l'hypnose médicale aujourd'hui est vraiment utilisée dans nos pratiques médicales de façon très scientifique, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, c'est le patient qui fait l'hypnose, hein, qui pratique l'hypnose. Donc, c'est vraiment une méthode qui redonne finalement tout l'empowerment à la personne. Et vous savez, maintenant, on parle de smarter patients, c'est-à-dire ces patients intelligents qui savent mieux que les médecins comment agir sur leurs symptômes. Et avec l'hypnose, on est vraiment sur ce type de méthode. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Je vous laisse mon adresse email si vous vouliez me contacter. J'y répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Pour le docteur Vianney-Descroix, se poser la question de savoir si l'hypnose pouvait aider, non pas pour la chirurgie, parce que là, l'enfant est endormi, mais pour les contrôles endoscopiques dans l'intervalle. Alors, à supporter donc l'endoscopie laryngée, et parfois aussi, ils ont des endoscopies gastriques quand il y a un reflux. Et bon, le laryngé, ça se fait chez les ORL. Le gastrique, ça se fait en gastro, donc ça fait autant d'examens. Est-ce que l'hypnose pourrait aider un peu ou pas du tout? Avez-vous... Alors, je pense que vraiment là, l'hypnose est une indication vraiment intéressante dans ce type de procédure, Oui. à condition évidemment que l'enfant puisse apprendre l'hypnose ou puisse être accompagné les premières fois, et que si ça devait être des procédures qui se reproduisent régulièrement, on le voit très bien chez les enfants migraineux, hein, dans lequel quelqu'un comme Chantal Wood avait très bien montré que les enfants se saisissent finalement de l'outil mieux que les adultes. Et à chaque fois qu'ils sont confrontés à une douleur, ils savent se mettre en transe, se suggérer des suggestions analgésiques, antalgiques. Et c'est vraiment typiquement l'endoscopie et toutes ces méthodes un peu invasives sont des très très bonnes indications à l'hypnose. Le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas apprendre l'hypnose tout seul et qu'il faut, dans les premiers temps, être accompagné par un praticien, une infirmière, un médecin qui sait pratiquer l'hypnose. Vous voyez, Oui. c'est Et ça la seule limite. à partir de quel âge pensez-vous que ce soit possible? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question parce que si on reprend la définition de l'hypnose et qui est vraiment cet état de conscience qui est modifié, à quel moment on considère qu'un être humain est capable de modifier son état de conscience? Vous voyez, chez les très jeunes enfants, on parlera peut-être pas d'hypnose, mais plutôt de distraction. On parlera un peu plus de focalisation de l'attention que véritablement de l'hypnose. Dans l'hypnose, sans rentrer dans les détails techniques, il faut être capable de se suggérer à soi ou de suggérer à quelqu'un quelque chose. Et donc, l'hypnose fonctionne très très bien chez les enfants. Est-ce que c'est véritablement de l'hypnose ou est-ce que c'est de la distraction, c'est de l'amusement, c'est peu importe finalement, hein. Mais dès l'instant où on va pouvoir décentrer l'enfant du soin douloureux ou décentrer l'enfant du soin un petit peu anxiogène, ben, on va pouvoir l'utiliser. Merci. Justement, sur ce thème-là, il y a une question sur comment est-ce qu'on se forme à l'auto-hypnose? Ou qui peut nous y former? Ah, alors, c'est une très bonne question. On se forme à l'auto-hypnose, soit avec un praticien qui pratique l'hypnose avec vous, hein, c'est ce qui se passe moi dans ma consultation de douleurs chroniques chez les adultes. Généralement, je propose un protocole de 8 séances et puis à la fin des 8 séances, l'objectif, c'est que le patient puisse pratiquer l'auto-hypnose, puisse pratiquer de l'hypnose tout seul. Si on n'a pas de praticien avec qui le faire, il y a un certain nombre d'associations qui proposent des stages d'auto-hypnose, des week-ends. Alors, à l'Institut français d'hypnose, on ne formera que des professionnels de la santé. Donc, si quelqu'un voulait se former à l'auto-hypnose chez nous, ça ne serait pas possible s'il n'est pas professionnel de la santé.
mais il y a d'autres associations qui proposent ce genre de formation à l'auto-hypnose. Après, il y a des très bons bouquins, il y a des très bons, d'assez bons programmes sur Internet qui proposent des programmes de formation à l'auto-hypnose. Moi, je conseille toujours de commencer l'hypnose avec un être humain en vrai, hein, pas par Zoom ou par conférence interposée, en fait. C'est vraiment une rencontre, l'hypnose, donc c'est vraiment bien de l'apprendre avec un être humain, en chair et en os. Ok. Justement, c'est toujours un peu en lien avec la relation avec quelqu'un et avec l'autosuggestion. C'est Régine qui se demandait quel est le lien entre, où est-ce qu'il y a un lien entre l'hypnose et la sophrologie? Oui, c'est une très très bonne question. Il y a plusieurs méthodes comme ça. Il y a la méditation en pleine conscience, l'hypnose, la sophrologie, l'auto-training de Schultz, qui ont comme point commun tous d'être des méthodes introspectives peut-être, ou en tout cas qui cherchent à focaliser l'attention des personnes. Vous voyez, dans la méditation en pleine conscience, on va être ici et maintenant et on va être vraiment dans un état de dissociation particulier, dans l'hypnose, dans un autre état particulier. Donc, il y a des vrais liens. Cependant, la sophrologie n'est pas de l'hypnose et on peut très bien avoir bénéficier de séances de sophrologie et pour autant bénéficier aussi de séances d'auto-hypnose. Il y a un socle commun, mais ce sont des méthodes quand même philosophiquement et historiquement très différentes, l'une n'empêchant pas l'autre. Ok, merci. Et alors, j'ai encore une question de Jamila. Donc, par rapport à l'hypnose, la question était vers qui peut-on se tourner pour des jeunes adultes qui ont plusieurs pathologies avec des troubles associés? Alors, peu importe, la vraie question, c'est comment dirais-je, qu'est-ce qu'on attend de l'hypnose en fait? Vous voyez? C'est-à-dire que si moi je dois accompagner quelqu'un qui a 16 ans ou 17 ans, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui va être une question, c'est pourquoi on m'adresse un patient et pour quelle indication. C'est surtout ça qui me semble être la vraie question. C'est-à-dire que, encore une fois, la pratique de l'hypnose, elle n'est pas générique, quelles que soient les pathologies. Et même moi qui adore l'hypnose et faire de l'hypnose, je ne prends pas en charge des patients qui ont une dépression pour soigner leur dépression avec l'hypnose parce que je ne suis pas psychiatre ou psychothérapeute. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que d'abord, on s'adresse à la pathologie et qu'on trouve un praticien qui connaît la pathologie et qui connaît l'hypnose. Mais vraiment, la première étape, c'est quel praticien pour quelle pathologie. Ce qui fait que moi, les gens qu'on m'adresse, ce ne sont que des pathologies douloureuses de la bouche, hein. Je ne soigne pas d'autres types de douleurs chroniques que les céphalées, les migraines, les douleurs de la bouche. Parce que c'est mon cœur de métier et c'est comme ça que ça doit fonctionner en fait. D'où ma question initiale. Vers qui on Oui. doit se tourner? Alors, c'est une merveilleuse question parce que je vois une question sur l'assistance publique. Nous sommes beaucoup à pratiquer l'hypnose à l'assistance publique, mais nous ne sommes pas beaucoup à afficher que nous pratiquons de l'hypnose parce que ce n'est pas une pratique très rentable, il faut être honnête, ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, donc c'est sûr que dans toutes les consultations de douleur, il y a des gens qui sont formés à l'hypnose, comme à la sophrologie ou au yoga, par exemple. Que je réponds en même temps à la question association AMLA. Hein. Oui, l'APHP est ouvert à toutes ces méthodes complémentaires. Pensez à la Pitié-Salpêtrière, il y a un département entier de médecine chinoise, par exemple. C'est exceptionnel. On fait du tai chi, on fait de l'hypnose. Moi, je suis chef de service et j'affiche ma consultation d'hypnose. Donc oui, je pense que la PHP est moteur sur l'utilisation de ces méthodes complémentaires, ça c'est sûr. Après, avons-nous le temps, le moyen de faire tout ce qu'on aimerait faire avec ces méthodes-là? Certainement pas. Et que clairement, en ville, aujourd'hui sur Paris, une séance d'hypnose, c'est 80 € qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Donc, c'est juste pas. Enfin, vous voyez la difficulté de résoudre cette équation. À l'assistance publique, c'est pas si cher que ça et en même temps, on n'a pas le temps. En ville, ils ont le temps, mais c'est très cher. Donc, c'est toujours. C'est toujours une grande difficulté. On développe aussi beaucoup les consultations de groupe, parce qu'on peut aussi faire de l'hypnose à 12 ou à 15. Et par exemple, dans la colopathie fonctionnelle, dans le côlon irritable, ça donne des résultats incroyables, même en groupe. Dans la douleur chronique, ça donne de très bons résultats aussi. Donc voilà, il faut trouver des aménagements pour le faire.
C'est des méthodes qui, par définition, demandent du temps, hein. Moi, une consultation avec un patient, c'est au minimum 3/4 d'heure à chaque fois. Donc, on n'en fait pas 120 par jour, quoi. La question est quid du cannabis pour la prise en charge des douleurs? Alors, ce n'est pas du cannabis, hein, d'abord. C'est des dérivés cannabinoïdes. Ce n'est pas du chanvre. Je ne suis pas sûr que le chanvre fonctionnerait comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça a été essentiellement validé dans des syndromes douloureux chroniques. Qu'en France, c'est en train de se légaliser, entre guillemets. On est un peu en retard sur d'autres pays européens. Ce n'est pas la panacée, c'est dans certaines indications. Et pardon encore une fois, mais je ne sais pas pour les enfants où ça en est. Je sais que pour les adultes, notamment dans des douleurs de soins palliatifs, de douleurs de cancer en phase terminale, il y a vraiment d'assez bons résultats. Il y a des bons résultats dans certains types de douleurs chroniques. Comme toujours en France, on est un petit peu frileux avec tout ça, donc c'est extrêmement encadré et on n'a pas si facilement accès encore aujourd'hui à ce type de médicaments. Assez prometteur, et on espère que ça arrivera un peu plus, maintenant un peu plus vite. Oui, pour le moment, je crois que les principales formes sont encore bloquées au niveau C'est ça. de l'Agence du médicament pour les autorisations, avec les complications qu'il y a aussi pour la délivrance au niveau des pharmacies en ville.